a priori c'est bon. Du coup, on lance l'enregistrement. C'est fait, c'est lancé. Alors c'est marrant, ça marque que c'est fait depuis 40 minutes. Alors. Bien, bonjour à tous. Merci de votre participation. Alors, on va dédier ce webinaire à un fameux sujet dont vous avez forcément tous entendu parler, la loi dite APER, d'accélération des énergies renouvelables. Mais on ne va pas forcément beaucoup parler de cette loi. On va surtout parler de ce que l'on va apporter aux EPCI et communes en termes de données pour pouvoir répondre aux exigences de la loi dans le cadre des zones d'accélération. Donc j'ai une introduction sur les enjeux de la loi et le développement des ENR, mais je vais aller assez vite. L'idée, c'est plus de se remettre dans le bain que vraiment tout redétailler. Normalement, vous avez déjà eu beaucoup d'informations là-dessus. On va vraiment accentuer sur la partie zone d'accélération et donc comment on peut les déterminer, et surtout la démonstration de l'outil qui va être faite par un collègue qui va vous permettre de pouvoir voir et récupérer les différentes couches pour travailler là-dessus. On s'est mis un temps d'1h30. On laissera surtout du temps pour des questions-réponses à la fin, évidemment, pour pouvoir avoir vos premiers retours et pouvoir travailler avec vous pour la suite. Bien, juste en introduction, les collègues, vous surveillez s'il y a des questions au fil de l'eau. Juste en introduction, vous rappelez le travail qu'on fait en général lorsqu'on conseille aux collectivités sur le développement des projets d'énergie renouvelable. Vous savez qu'il y a une implication du territoire et donc des élus qui est plus ou moins ambitieuse, plus ou moins forte. Il y a des projets qui se font entre guillemets tout seuls par des opérateurs privés qui prospectent, réalisent des projets. Et à l'inverse, il y a des projets qui sont portés fortement par les élus, soit directement en choisissant les opérateurs, soit carrément en investissant via des sociétés de projets. La solution intermédiaire, finalement, elle est un peu dans le cadre de cette loi. On va dire que dans le cadre de cette loi, la définition des zones d'accélération est finalement une solution intermédiaire. Je remets dans l'ordre, puisque ici, l'exercice de la loi, c'est finalement de pouvoir donner un préavis ou un avis a priori sur quelles zones les collectivités, les élus des collectivités voient de manière favorable le développement des énergies renouvelables. Donc, on s'inscrit bien dans cette démarche de plus ou moins d'implication des élus sur le territoire et sur l'ensemble des ENR. Alors, quelques rappels sur ce que dit la loi. Qu'est-ce qu'une zone d'accélération? C'est une zone qui présente un potentiel d'abord, qui permet d'accélérer. Alors, l'accélération, c'est favoriser le nombre de projets, l'émergence de projets, mais c'est un potentiel en tout cas. C'est une zone qui contribue à la solidarité entre les territoires. Alors là, on est plus sur des approches plus larges au niveau départemental, régional, voire national, de mixité entre les différentes ENR. C'est des zones qui sont définies pour prévenir et maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient d'implantation, d'installation. Alors là, on est bien dans l'idée de se prémunir en amont du démarchage ou de la prospection d'opérateurs privés pour voir sur quelle partie des territoires il y aurait le plus de signaux positifs ou favorables pour implanter des éoliennes, des centrales photovoltaïques, etc. Et enfin, c'est des zones qui doivent être identifiées en tenant compte de l'inventaire relatif aux zones d'activité économique, c'est-à-dire qu'on est bien sur un projet de loi qui vise à identifier des zones qui ne sont pas que publiques. La question nous revient assez fréquemment par les élus. On n'est pas sur les bâtiments publics ou les parcelles publiques, on est vraiment sur l'ensemble des bâtiments et l'ensemble des parcelles. Ces zones vont être définies pour 5 ans. On est sur un premier exercice, ça sera itératif. Dans l'idée d'accueillir des installations de production d'énergie renouvelable, et puis dans l'idée qu'une fois que l'ensemble de ces zones seront montées au niveau de la région puis de l'État, ça puisse être mis en conformité avec les objectifs de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ça sera un travail itératif qui permettra tous les 5 ans d'alimenter les objectifs nationaux. Alors, un rappel aussi assez rapide sur le processus de validation. La loi a été promulguée le 10 mars. C'est un exercice qui est donc porté par les communes qui doivent identifier des zones après délibération et après concertation du public. Les modalités de concertation sont libres, donc on a déjà avec quelques-uns de vos territoires commencé à réfléchir aux meilleurs moyens de concerter. Les EPCI, donc vous êtes
aussi dans le tour de table, évidemment, puisque vous avez organisé un débat au sein de votre conseil pour pouvoir mettre en cohérence les zones sur l'ensemble de votre territoire, donc zones qui ont été remontées par les communes. Donc il y a bien tout un enjeu dans l'instruction ou l'avis concerté entre communes et EPCI sur l'identification de ces zones. La loi dit que ces zones doivent remonter pour la fin d'année, 31 décembre, au référent préfectoral qui synthétisera le projet de cartographie et pourra revenir ensuite vers les communes s'il y a des manques ou s'il y a des besoins avant de faire remonter au niveau régional via le comité régional de l'énergie. Donc on est bien dans cette phase d'identification des zones avant de les faire remonter. Donc ça veut dire avant identification, priorisation, sélection et concertation du public, donc avant la fin de l'année. Quelques rappels sur ce qu'est une zone d'accélération ou ce que ça n'est pas. Une zone d'accélération, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, un potentiel, c'est-à-dire un bâtiment, une toiture, une parcelle, une zone, une friche, tout ce qui peut être identifié sur le cadastre, sur lequel il y a un potentiel de production. C'est-à-dire que tous les indicateurs techniques ou d'urbanisme, etc., sont au vert pour potentiellement faire sortir une ENR. C'est aussi, via l'affichage de la collectivité, quelque part un affichage d'une volonté politique locale de développer cette ENR. Ça traduit quoi? Ça traduit que si une collectivité, donc une commune ou l'interco, valide et affiche une parcelle en tant que zone potentielle de développement d'éolien ou de centrales photovoltaïques, par exemple, quelque part, ça n'induit pas que le projet va se faire, mais ça induit qu'il y a plutôt un affichage, une volonté politique que ça puisse se faire. C'est aussi un secteur sur lequel, si un projet sort, il sera instruit dans des délais qui seront réduits et aussi avec des dispositifs financiers préférentiels dans le cadre, par exemple, d'appels d'offres. Mais dans tous les cas, donc il y aura, on va dire, des facteurs favorables à ce que l'implantation puisse se faire sur les zones d'accélération. Mais dans tous les cas, c'est quand même des sites sur lesquels on n'est pas sûr que le projet puisse réellement se faire dans des bonnes conditions technico-économiques. Donc, c'est quand même des sites sur lesquels il faudra mener des études a posteriori. Donc, une zone d'accélération, par contre, ce n'est pas un secteur exclusif de développement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de zone d'accélération sur une commune ou un territoire qu'il n'y aura pas de projet. C'est juste que dans ce cas-là, en fait, il y aura tout un dispositif de création de comités de projet qui viseront comment dire, à ce que le projet se fasse dans de bonnes conditions. Mais ce n'est pas une zone exclusive. La tentation pouvant être de tout mettre, voilà, pour ne pas être embêté, il n'y a pas ce souci-là. Et ce n'est aussi pas un secteur d'autorisation d'office, puisque ce n'est pas parce qu'une zone est identifiée que, par exemple, nous avons pu faire l'identification des différentes contraintes d'urbanisme ou environnementales ou autres, ce n'est pas pour autant qu'il y aura une autorisation d'office sur ces zones-là. Donc ça ne se prémunit pas de différentes contraintes techniques ou économiques ou juridiques ou administratives par la suite. Alors je mets à côté une proposition de trame de réflexion qui est issue je crois, de mémoire de la notice qui a été proposée par l'Adréal. Pour réfléchir justement à ce qui peut être une zone d'accélération, le premier point, c'est d'identifier la situation actuelle. Aujourd'hui, il y a déjà des projets dans vos territoires, il y a déjà des projets potentiels qui sont en cours d'étude, qui sont en cours d'instruction. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir une vision aussi sur ces projets qui sont en émergence. Deuxième point, c'est quel est le potentiel. On ne peut pas faire de l'éolien partout, on ne peut pas faire du photovoltaïque sur toutes les toitures. Donc, au-delà de ce qui peut paraître une bonne idée, il faut essayer d'éviter les fausses bonnes idées. Donc, on en parlera tout à l'heure. En fonction des ENR, on a différents critères, différents indicateurs techniques, par exemple, qui peuvent émerger. Et c'est aussi des potentiels qui doivent être affichés avec les objectifs locaux, notamment du plan climat, air, énergie territoriale, puisque, alors c'est ce que l'on fait nous, par exemple, dans le schéma directeur d'énergie renouvelable, on essaye de voir jusqu'où on peut pousser le curseur de la promotion et du développement des ENR, et avec un premier objectif qui est au moins d'atteindre les objectifs du plan climat sur le territoire. Et enfin, dernier point, définir les zones d'accélération en fonction des projets à prioriser sur la commune. Alors,
il y a des visions, enfin, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes juridiques, il y a des contraintes administratives, mais il y a aussi des visions politiques qui font qu'en fonction des communes et en fonction des territoires, il y a des ENR, donc des énergies renouvelables, qui sont priorisées ou qui sont plutôt, entre guillemets, rejetées ou écartées. Donc ça aussi, c'est une vision politique qu'il faut pouvoir mettre en avant dans ces zones, enfin dans l'identification des zones. Et nous, derrière, le travail étant de pouvoir estimer des puissances et des productions associées. Si l'on veut, par exemple, maximiser la production photovoltaïque sur toiture des bâtiments publics, par exemple, l'idée, c'est d'en faire une vraie ambition politique. Et ben nous, derrière, c'est de traduire ça en termes de nombre de sites, de surface, de puissance et de production, de productivité. J'ai été très vite sur l'introduction. L'idée, c'était quand même de rappeler le contexte, mais normalement, vous avez tous tout ce contexte-là en tête. Est-ce que vous avez des questions particulières avant qu'on aborde plus la question des zones d'accélération? Alors moi, je vous vois pas. Je ne sais pas si les collègues peuvent me dire s'il y a des mains qui se lèvent ou... Bon, normalement, c'est des choses que vous connaissez, hein, donc c'était plus une introduction que... Bon, sinon, j'avance. Dans tous les cas, on aura des temps d'échange après. Donc, alors, je vais rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. C'est la méthodologie pour définir ces zones et quelles sont, nous, les méthodes qu'on a utilisées. Alors, au préalable, j'en ai parlé déjà quelques fois. Nous avons, nous, une démarche dite de schéma directeur de développement des énergies renouvelables qui a été initiée l'année dernière. Et typiquement, un schéma directeur, c'est une méthodologie qui répond parfaitement au cahier des charges de la loi, puisqu'on fait, sur à peu près un an de travail, toute une démarche d'information, d'acculturation, de visite de site, d'identification de potentiel, qui est, on va dire, là où le curseur est le poussé au maximum pour l'ensemble des ENR et avec le plus d'échanges possible avec les élus pour qu'ils puissent prendre des décisions sur ce qui leur semble prioritaire. Donc cette démarche de schéma directeur, elle existe, mais la seule contrainte dans le cadre de la loi, c'est qu'on ne peut pas la faire pour tout le monde, pour tous les EPCI du jour au lendemain en parallèle. Donc ça, c'est le premier point, c'est que la méthode existe pour bien faire, mais elle n'est pas compatible avec les délais de la loi. Deuxième point, c'est que nos moyens, nos ressources humaines sont limitées. On a donc aujourd'hui deux chargés de mission sur ce sujet-là. Notre carnet de commandes, entre guillemets, est déjà plein pour les mois qui arrivent. Donc, dans tous les cas, on ne pourrait pas, même au pas de charge, mener des schémas sur les mois qui arrivent de manière satisfaisante pour tout le monde. Donc, nos élus, en fait, face à ce constat, ont décidé plusieurs choses. La première, c'est de maintenir la démarche qualitative des schémas directeurs. En gros, c'est de dire, pour les territoires engagés, on s'adapte aux exigences de la loi en faisant au mieux dans les délais, mais en tout cas, on ne déroge pas à la démarche qualitative, c'est-à-dire à l'ensemble des ateliers, des visites de sites, de tout ce qui peut faire que les élus soient les plus armés pour prendre des décisions. Pour autant, deuxième décision, on ne peut pas non plus laisser les autres collectivités sans données disponibles. Alors évidemment, il y a le site qui est mis à disposition par l'État via l'IGN et le CEREMA, mais comme on dispose de données, on ne peut pas non plus ne pas aider les collectivités, les autres collectivités en leur proposant des données. Donc, on est vraiment sur cette deuxième partie aujourd'hui, puisque l'idée, c'est de proposer un socle de données les plus fiables possibles dans les temps impartis aux communes. C'est pour ça qu'avant l'été, on avait fait un webinaire et on s'était imposé cette date du 1er octobre, sachant que, vous l'avez vu dans le premier rétroplanning, l'idée, c'est de vous les mettre le plus tôt possible pour pouvoir derrière avoir le temps, d'une part, de les constater, de les compléter, de les prioriser, d'échanger avec les élus et de pouvoir aussi mener la concertation sur les territoires afin de pouvoir faire remonter les données à l'État avant fin d'année. Donc, dans cette seconde décision de nos élus, la décision a été assez rapidement prise de mettre en place un outil, un web SIG, donc qui va vous être présenté tout à l'heure, dans lequel on va agréger toutes les cartographies que l'on a pu travailler courant de l'été. Donc, on a eu 3 mois pour travailler sur les données les plus fiables possibles, les couches les plus fiables possibles. Et donc vous les mettre à disposition. Alors, on prévient tout de suite, hein, travailler sur des cartographies de gisements potentiels de développement ENR, ça a tout de suite des limites.
On va rentrer dans le détail un peu plus après, mais on ne peut pas tout identifier à un niveau de qualification ou de compétence ou de technicité forcément satisfaisant. Donc, il est important qu'on se prémunisse aussi de ne pas faire croire que tout est déjà dans l'idéal. Donc, première limite à l'exercice, c'est qu'on est bien sur des zones identifiables en tant que potentielles. Un potentiel, ça veut dire que les voyants, les indicateurs techniques, politiques, et encore politiques pas toujours, mais économiques qu'on peut avoir, sont à connaissance d'aujourd'hui, mais ne sont pas forcément toutes, exhaustives et connues et fiables. Donc il faut vraiment une analyse de la faisabilité derrière qui implique, soit une étude de faisabilité, soit par exemple des études de structure des charpentes pour les bâtiments, savoir si on met du photovoltaïque, des questions sur le zonage des PLU pour certaines parcelles, des avis, par exemple, de la Chambre d'agriculture sur des zones agricoles, etc., etc. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Ce sont des zones identifiées en tant que potentielles, mais qui nécessitent quand même derrière d'avoir une vraie étude de faisabilité. Deuxième point, sur si on considère chacune des typologies d'énergie renouvelable, donc je rappelle, hein, l'éolien, le photovoltaïque, la chaleur, le gaz, toutes les zones ne sont pas forcément identifiées. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur de la donnée statistique, on travaille sur des outils, sur des méthodes qui ne sont pas forcément parfaites, qui ne sont pas forcément exhaustives. Si je prends un exemple très parlant, on a essayé d'identifier le plus de parkings possible. On a travaillé dans le cadre du cadastre solaire et avec différents outils sur l'identification de ces parkings. Eh bien, on n'a pas forcément tous les parkings, on a même, et je vous l'affirme, on n'a pas tous les parkings, puisqu'on a fait l'exercice de comparer avec des données que vous nous avez envoyées, quelques EPCI, sur les bases de données que vous aviez. En général, on est largement en dessous, il en manque, mais on répond à ce manque en disant aussi que tous les parkings ne sont pas forcément à identifier, puisque les très petits, enfin des surfaces qui sont identifiées comme parking, ne sont pas forcément toutes entre guillemets, intéressantes dans le cadre d'un parking pour faire des ombrières photovoltaïques. Donc il y a quand même un intérêt, enfin on va dire que les parkings qu'on identifie comme potentiels pour le photovoltaïque sont globalement bien connus, mais il y a quand même des trous dans la raquette, et quels que soient les ENR. Donc, en conclusion, les couches peuvent et doivent, voire doivent, si vous avez des données plus complètes, être complétées. Troisième point, pour certaines ENR, on a une bonne vision gisement, mais pas forcément projet. Un exemple très concret sur la chaleur renouvelable, on va y revenir tout à l'heure. La chaleur renouvelable, c'est quoi? C'est du bois énergie, c'est de la géothermie, c'est des réseaux de chaleur, c'est du solaire thermique. On a une bonne vision gisement parce qu'en fait, finalement, tout bâtiment chauffé est un gisement. C'est-à-dire que tout bâtiment aujourd'hui qui dispose d'une chaudière ou d'un radiateur électrique peut être converti à de la chaleur renouvelable. Pour autant, mettre tous les bâtiments en gisement de chaleur biomasse ou géothermie ou autre n'a pas de sens, puisque en fonction des bâtiments, ça va être plus ou moins important, et une chaleur renouvelable va être plus ou moins opportune. Donc on a une bonne vision du gisement, parfois très large, mais c'est pas forcément pour ça que chacun de ces gisements peut faire l'objet d'un projet. Donc il est important d'identifier des zones, mais qui ne sont pas toujours les plus évidentes à trouver. Dans le cadre de la loi, on veut une zone égale une ENR égale tant de mégawattheures à produire. Bah, ça, on ne peut pas toujours le faire. Et vous aurez le cas sur la chaleur, et c'est aussi pour ça qu'on a pris des décisions sur le gaz renouvelable. Autant, il est quand même plus évident d'identifier pour l'éolien et le photovoltaïque des zones, puisqu'elles sont vraiment plus affectables, entre guillemets, à ces typologies d'énergie. Quatrième point, la mise à disposition des zones potentielles d'accélération. Alors là, l'idée, c'est pas de se défausser, hein, mais c'est bien de prendre conscience que le travail que l'on fait, il est partiel, il est à compléter, mais ce n'est pas un choix politique dans l'engagement des zones d'accélération. Nous sommes là pour mettre à disposition des données. Ce que l'on souhaite, c'est vraiment que les collectivités, les élus aient le temps de se les approprier, que vous, au sein de vos services, ayez le temps de les compléter aussi, de les comprendre, de les analyser, et qu'on puisse faire ce travail ensemble. Mais en aucun cas, on ne souhaite que des collectivités s'emparent des couches que l'on fournit, mais comme celles fournies par l'État, hein, dans le même esprit, en fait les fassent remonter par défaut comme zone d'accélération. On veut vraiment faire prendre conscience aux collectivités qu'il y a un choix politique à faire afin de prioriser. Donc on est vraiment attentif à ça et à ne pas faire croire et à faire passer des messages comme quoi ce que l'on met à disposition, c'est déjà ce qu'il faut faire remonter à l'État.
Donc, pour conclure là-dessus, seules les communes ont la responsabilité de la publication et donc de la mise en évidence de ces zones aux habitants. Si le choix est fait de prendre l'ensemble des parcelles ou des bâtiments ou des parkings que l'on fait remonter, bah, très bien, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même bien voilà, que pour nous, on ait la preuve que les élus se sont bien emparés du sujet, ont bien compris les enjeux et les faits en toute connaissance de cause. Je rentre un peu plus dans le détail de ce que je viens de dire. Donc, vous avez les différentes énergies renouvelables qui sont considérées dans le cadre de la loi. Donc, pour les passer en revue, donc l'éolien, les données qui sont mises à disposition sont des couches en fait du cadastre qui recoupent différentes contraintes environnementales, de distance aux bâtiments, de zones protégées, etc. Donc on en a fait un atlas des zones propices. Ce travail a été mené avec l'Adréal, c'est-à-dire qu'il y a des échanges qui sont faits régulièrement avec eux aussi pour croiser nos différentes cartes et puis pouvoir identifier bah voilà, s'il y a des zones qui apparaissent d'un côté et pas de l'autre, pour quelles raisons. Donc on a aujourd'hui quelques différences par rapport aux cartes qui peuvent être publiées par l'Adréal. On sait en général expliquer d'où ça vient. Ça ne veut pas dire qu'on a raison ou qu'on a tort. C'est juste qu'en général, il y a quand même, lorsqu'on a identifié des zones qui ne sont pas des deux côtés, on a la raison, on peut retrouver la raison. Mais ça nécessite quand même d'être vigilant. Là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On peut très bien, nous, avoir voilà, une erreur sur une couche ou une couche qui n'est pas mise à jour. Le PLU, par exemple, a évolué ou je ne sais quoi. Des constructions de bâtiments sont arrivées entre-temps. Et donc, on doit être à plus de 500 mètres et bah, voilà, on n'a pas forcément la mise à jour des bâtiments et donc il faut toujours croiser ces données-là. Mais globalement, on va dire que c'est une couche sur les zones de potentiel éolien qui sont quand même déjà relativement bien travaillées et fiables. Sur la partie photovoltaïque, donc les trois sujets suivants, alors on a la chance d'avoir mené il y a quelques années maintenant le développement d'un cadastre solaire qui nous aide beaucoup, qui est parti du photovoltaïque sur bâtiment et auquel on complète aujourd'hui avec différentes couches sur les ombrières de parking et sur les centrales photovoltaïques au sol. Alors concernant les centrales photovoltaïques au sol, là aussi on dispose d'un atlas qu'on met à disposition qui avait été élaboré avec les services de la DVT. Là, le point de vigilance, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est vérifier que le PLU n'ait pas été modifié plus récemment, et donc, comme pour le cas de l'éolien, qu'il y ait des contraintes environnementales, je ne sais plus le terme, majeur, c'est pas majeur, c'est absolu, voilà, qui soit arrivées après coup et qui, du coup, effacent certaines zones de potentiel. Dans le cas des ombrières de parking, alors c'est un choix méthodologique que l'on a fait, c'est qu'on a pris les projets, enfin on a pris les parkings sur lesquels les projets avaient potentiellement une taille minimum de 100 kW crête. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une taille aujourd'hui, on va dire que c'est un seuil technico-économique sur lesquels on est plutôt, enfin c'est un seuil de rentabilité, voilà, tout à fait. C'est un seuil de rentabilité sur lequel on sait que les projets plus petits ont vraiment ou auront même aucune chance de sortir. Donc, on a mis un seuil bas. L'idée étant que de ne pas non plus afficher tous les parkings pour les afficher, mais quand même d'avoir déjà un premier critère technico-économique. J'en parlais tout à l'heure. Les parkings, on n'a pas tous les parkings. On se rend compte que les bases de données qu'on a utilisées ne sont pas toujours fiables. Donc, vous avez certainement dans vos services des données plus fiables. Donc, c'est intéressant de comparer les données que vous avez. Alors, 100 kW crête pour un parking, j'ai plus en tête combien? 1000 m². À peu près 1000 m². Donc, l'idée, c'est que si vous avez des parkings de plus de 1000 m² qui apparaissent et qui ne sont pas chez nous, vous pouvez typiquement les rajouter, les vôtres. Un point quand même sur la question des parkings. Dans le cadre de la loi, il y a des dispositifs annexes qui sortent, et notamment l'obligation de mettre des ombrières sur les parkings de plus de 1500 m² à 2028, je crois. On va pas détailler ça aujourd'hui, mais ayez bien en tête que toutes ces notions d'obligation de solarisation demain, puisque 2028 est quand même très proche, vont imposer ou pas de mettre des ombrières, mais vont aussi pouvoir être dérogées sous certaines conditions, s'il y a déjà de l'ombrage, des arbres, etc. Donc,
avant d'arriver à ce niveau de détail de est-ce que ce parking va vraiment être solarisé parce que tel ou tel critère, je pense que vous pouvez déjà faire un premier jet de comparaison des zones à développer. Et après, c'est votre connaissance dans vos territoires et auprès de vos communes des projets d'aménagement de ces parkings qui vont plutôt décider plutôt que les critères de solarisation obligatoires. Photovoltaïque sur bâtiment, donc là, on est vraiment typiquement dans ce que le cadastre solaire nous permet aujourd'hui de développer comme méthode. On a eu l'occasion de comparer ce qui est donné dans le cadre des couches de l'outil IGN CEREMA. Donc on a bien comparé les deux méthodos, on n'a pas la même méthodologie. J'assume de dire qu'on est plus précis, on calcule nous par exemple par pan de toiture en fonction de l'orientation et surtout de l'inclinaison, etc. Donc normalement les données qu'on a sont plus fiables que celles du site du CEREMA, enfin à date d'aujourd'hui en tout cas. Là aussi, dans l'idée de ne pas afficher tous les bâtiments et toutes les toitures, on a fait une sélection. On a pris que les bâtiments dont l'emprise au sol est supérieure à 500 mètres carrés. Alors, c'est les bâtiments qui sont aussi ciblés par la loi de solarisation obligatoire lorsqu'il y a des grands travaux ou des extensions, etc. Donc, c'est aussi dans un cadre réglementaire particulier. Il y a un cadre, un décret qui doit sortir sur ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, qui est particulier. Et en plus, dans le cadre de nos données statistiques, les SIG, les bâtiments agricoles ne sont pas forcément les plus simples à identifier, à la fois les identifier et de savoir ce qu'il y a vraiment en dessous. Est-ce que c'est une serre plastique ou verre ou un bâtiment en dur? Et il y a aussi le résidentiel. Alors là, je parlerai du petit résidentiel, hein, pas du collectif, hein, vraiment du résidentiel. Mais bon, ça rejoint la question des bâtiments dont l'emprise au sol est supérieure à 500 mètres carrés. Bon, on peut avoir du résidentiel à plus de 500 mètres carrés au sol, mais c'est quand même relativement rare. Sur cette question de photovoltaïque sur bâti, on peut dire qu'on peut mettre des panneaux solaires sur tous les toits, ça produira toujours quelque chose, donc tous les bâtiments ont un potentiel. Mais il y a quand même un intérêt, on va dire une seconde couche d'analyse qui peut être intéressante dans le cadre de la réflexion de vos élus. Aujourd'hui, vous savez que du photovoltaïque sur bâtiment, on n'est plus dans un modèle de production et de revente totale de l'électricité, on est plutôt sur des modèles d'autoconsommation, soit sur le bâtiment, soit à l'échelle d'un périmètre. Donc, dans le cadre de la définition des zones d'accélération, on n'est pas à ce niveau de détail-là. Par contre, ça peut être une réflexion au sein de vos communes et avec vos élus de vous dire, bah, on sélectionne certains bâtiments parce qu'on pressent que dans le cadre de l'autoconsommation individuelle ou collective, c'est plus opportun que tel autre bâtiment qui pourrait être plus à l'écart. Voilà. Donc, c'est un élément d'analyse que vous pouvez mettre, mais qui n'est pas forcément tout de suite à mettre en avant. Vous pouvez, dans l'absolu, prendre l'ensemble des bâtiments sans souci. Côté chaleur renouvelable, donc je le disais tout à l'heure, donc là on parle de bois énergie, de géothermie, de solaire thermique, de réseau de chaleur. La question s'est posée de quel niveau de précision pouvez-vous fournir, sachant que, je le disais, dans l'absolu, tous les bâtiments, tout ce qui consomme du chaud pour le chauffage ou le chaude sanitaire peut être concerné. Mais afficher tous les bâtiments ou l'ensemble de la commune n'a pas forcément un intérêt. D'une part, parce que ça ferait beaucoup de zones pour pas forcément beaucoup de potentiel. D'autre part, il y a dans le cadre des grandes ENR électriques certains dispositifs incitatifs ou de réduction des délais d'instruction qui sont intéressants dans le cadre d'une sélection des zones d'accélération, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour la chaleur. Alors, en tout cas, on n'en a pas entendu parler. Si demain on nous dit que, par exemple, les aides du Fonds chaleur de l'ADEME sont étroitement liées à la définition de zones d'accélération sur la chaleur, je changerai de discours, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a aussi moins d'enjeux par rapport à voilà, toutes les démarches qui peuvent être faites pour l'incitativité des zones. Donc, de cette réflexion-là, en fait, on a décidé de conserver seulement 2 sujets sur la chaleur renouvelable. Premier point, les réseaux de chaleur, c'est-à-dire qu'on a déjà, nous, travaillé depuis des années sur l'identification des communes sur lesquelles un réseau de chaleur à l'échelle d'un quartier ou même un peu plus large est intéressante. Il y a certaines études de faisabilité qui ont été faites, il y a des notes d'opportunité, on a rencontré certains élus pour leur parler du sujet. On a souhaité mettre en avant ces communes-là, et donc il y a 25-30 communes sur lesquelles on a fait remonter un gisement potentiel de réseau de chaleur. Et dans ce cadre-là, en fait, la zone d'accélération, c'est l'ensemble de la commune.
On n'a pas voulu détailler un tracé et des bâtiments parce que là, on commençait à rentrer un peu trop dans le détail de la consommation unitaire des bâtiments ou de telle ou telle voie, alors qu'à ce stade-là, on n'en est pas encore, c'est pas encore suffisamment mûr pour afficher ça. Donc, on est resté à l'échelle de la commune, on est resté sur un potentiel global en kilowattheure, en énergie. Donc ça, c'est le premier sujet, les réseaux de chaleur. Donc là, pour le coup, c'est on-off, hein, c'est où la commune, moi, en tant qu'élu, en tant que maire, je décide de la mettre en avant et je sélectionne la commune ou je la sélectionne pas. Et le deuxième sujet, c'est sur la consommation de fioul et de propane. Donc, c'est l'énergie la plus polluante, la plus émettrice de gaz à effet de serre. Et dans le cadre du décret qu'on appelle fin du fioul, aujourd'hui, une collectivité ou un privé ou tout consommateur de chaleur qui a une chaufferie fioul qui tombe en panne ne peut pas en mettre. Donc, on travaille beaucoup sur cette zone-là, enfin sur cette typologie de projet-là, pour les passer et les convertir à la chaleur renouvelable. Donc, ça nous semble intéressant de faire remonter ce potentiel de consommation de fioul. Et donc, on l'a traduit à l'échelle aussi de la commune. Alors c'est fuel propane, hein, c'est un peu mélangé, mais c'est sur ces deux énergies à l'échelle de la commune et traduit là aussi uniquement en mégawattheure. Donc là, l'idée, on est presque plus sur un gisement qu'un potentiel développement, mais ça nous semble intéressant de faire remonter ce potentiel-là et surtout de le mettre au regard des potentiels que vous pouvez afficher sur la production en éolien ou en PV, par exemple. Juste là-dessus, je rappelle qu'il y a un facteur 5, hein, lorsqu'on économise 1 kWh de gaz et notamment de fuel, on économise 5 fois plus de CO2 que sur de l'électricité. Donc il y a aussi un enjeu gaz à effet de serre qui est important sur ce volet chaleur. Enfin, dernier sujet, la méthanisation. Alors la méthanisation, c'est un sujet complexe. Je pense que vous le connaissez tous. Enfin, on travaille avec vous tous sur ce sujet-là depuis longtemps. La méthanisation, c'est quoi? C'est prendre des déchets fermentescibles d'un territoire, les fermenter sur une installation et produire du gaz et l'injecter dans le réseau de gaz. Donc sur la théorie, ça peut être intéressant de creuser où est-ce qu'on peut mettre des unités de méthanisation, sauf que aujourd'hui, on voit deux biais, on va dire, dans ce travail d'identification des zones. C'est que, premier biais, aujourd'hui, on peut faire une unité de méthanisation sur quasiment n'importe quelle parcelle agricole, puisque en fonction de la taille du projet, en fonction des gisements que l'on va chercher, en fonction des aides aussi qu'on peut avoir. Grosso modo, il n'y a pas vraiment de sélection plus naturelle de zones sur lesquelles le potentiel est plus intéressant. C'était moins le cas il y a une petite dizaine d'années. On faisait de la cogénération, donc on cherchait des puits de chaleur. Et puis sinon, quand on commençait à faire de l'injection, on allait plus près des réseaux. Mais aujourd'hui, on n'est plus à ce verrou technique ou économique. On peut en faire quasiment partout. Donc ça, c'est le premier biais. Il faudrait afficher l'ensemble des zones agricoles. Donc on aurait du mal à pouvoir vraiment identifier parmi l'ensemble de ces zones agricoles lesquelles seraient les plus favorables. Deuxième biais sur la méthanisation, je pense que vous avez tous en tête la question de l'acceptabilité. C'est comme l'éolien, c'est des projets qui sont longs, c'est des projets qui souvent soulèvent des questionnements. Et l'idée que aujourd'hui une collectivité puisse lancer une concertation du public en affichant l'ensemble des zones agricoles comme zone d'accélération de la méthanisation, nous semblait, d'un point de vue politique, plutôt, je cherche le bon terme, pas dangereux, mais complexe à gérer. Alors, on a eu l'occasion d'en discuter souvent avec des élus hein, ces derniers mois, donc la plupart nous le confirment. Ça ne veut pas dire qu'une commune ou un EPCI ne peut pas afficher de zone de méthanisation. Alors, dans le cadre des zones, enfin, du site de l'IGN, il y a notamment une couche, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais zone favorable par gisement, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais vous verrez que c'est vraiment des zones très très larges hein, qui parfois englobent toute la commune, je pense. Donc rien n'empêche de les afficher, mais voilà, nous on ne se sentait pas capable d'afficher des zones suffisamment rapprochées, précises et détaillées sur les potentiels pour pouvoir faire un travail qui était cohérent. Donc on préfère s'abstenir avec voilà tous les défauts que ça a. On est promoteur de la filière de production de gaz renouvelable. Mais pour autant, on préfère ne pas donner un bâton pour se faire battre derrière et quelque part pénaliser plus la filière que la favoriser. Voilà, j'ai beaucoup parlé. L'idée, c'était de dresser un rapide état des lieux de nos réflexions, mais surtout de vous présenter l'outil qui va être votre outil de travail dans les prochaines semaines. Je vais passer la parole à Guy. Guy, est-ce que tu nous entends? Je suis là. Parfait. Du coup, je coupe le partage et puis je te laisse Ouais, la parole. ouais, merci.
Merci Cédric. Alors, je vais Est-ce qu'il y a partager. quelques questions avant qu'on aborde l'outil sur ce que je viens de présenter? La méthodologie, on pourra y revenir un peu plus à la fin, mais déjà sur les grands principes que vous avez là, est-ce qu'on a quelques questions? Alors oui, le support de présentation, évidemment, on vous l'enverra, il n'y a pas de souci. Oui, il y a une main levée, Thomas. Oui, pour revenir sur la méthanisation, on n'a pas d'obligation en fait à présenter des zones d'accélération pour chaque énergie. On peut laisser de côté la méthanisation. Non, 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 il n'y a pas de, il y a pas de, non, non, il n'y a pas d'obligation. L'idée, c'est bon, d'essayer d'être exhaustif, évidemment, mais non, non, aujourd'hui, c'est pas, il n'y a pas de contrainte particulière à afficher ou pas une ENR. J'allais dire que le biais qu'il peut y avoir derrière, c'est que si vraiment il y a voilà, si sur le photovoltaïque, la chaleur, etc., il y a beaucoup de zones et qu'il n'y en a aucune sur la méthanisation, je pense que là, politiquement, l'intérêt lors de la concertation pour les élus peut être de dire que globalement, ils sont favorables au développement des ENR, mais que dans le cadre de la méthanisation en tant que telle, c'était compliqué. Voilà. Par contre, s'il n'y a aucune couche d'aucune ENR, bon, bah là, le discours est complètement autre, évidemment. Différent. Alors, je fais juste une parenthèse. Est-ce que côté service de l'État, on a des participants? Il y a Céline? Céline, tu nous entends? Oui, je vous entends, mais très haché. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend bien. Voilà, s'il y a des, voilà, n'hésite pas à intervenir si côté loi, tu souhaites préciser. Oui, pour l'instant, il me semble que tu as très bien parlé, Cédric. Il y a Delphine qui levait la main? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Parfait. Question, le délai pour l'instant est fixé au 31 décembre. Alors je sais que dans Loire-Atlantique, il n'y a pas de modification de date pour l'instant, mais est-ce que vous avez des retours d'autres territoires où il y a eu des reports qui ont été plus ou moins acceptés? Alors, pour le coup, ce serait peut-être plus Céline, mais non, moi, j'ai pas entendu de ça. Vous m'entendez? Oui. Oui. Nous, la date reste le 31 décembre, Delphine. Hein. Pour l'instant, on n'a pas eu d'autres informations. On a fait remonter des sujets, des délais, donc à l'ADREAL, et l'ADREAL fait remonter à la centrale. Donc voilà, la problématique délai a été remontée, mais la date est toujours au 31 décembre. Ok, merci. On passe à l'outil, Guy, puis on reprendra d'autres questions. Ah, si, il y avait Aurélia qui a une question vite fait. Oui, juste bonjour pour Bonjour. aller dans ce sens du délai. Si toutefois les communes n'avaient pas le temps de répondre avant le 31 décembre, que se passe-t-il? Parce Ah, que là aussi, honnêtement, je pense que ça va être le cas de Guérande. Alors, je pense que Donc, ça ne sera pas que le cas de Guérande, en fait, à travers la France, vous d'accord. serez pas tout seul. Alors, je répondrai pas sur ce qui va se passer, mais ce que moi, je suppose qui va se passer, c'est qu'il y aura certainement aussi des demandes de justification. Voilà, est-ce que c'est un retard parce qu'une démarche est en cours et que c'est un retard qui est mesurable, ou est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'il y a une volonté de ne rien afficher? Ce sera certainement la première étape. Et par contre, deuxième information, c'est qu'on a déjà, nous, des EPCI avec qui on travaille, qui nous ont déjà dit, enfin, vouloir rendre en retard, non, mais se laisser le temps de rendre quelque chose de correct, et donc ce sera en retard. Traduit Oui, plutôt comme ça. oui, voilà. Voilà, Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup. de rien. Guy, on y va? Je prends la main et Vas-y. je diffuse mon écran. Alors, vous allez me dire si vous voyez mon écran. Est-ce que c'est bon pour l'écran? C'est bon. C'est bon? Donc, le WebSIG, je ne vais pas redire ce qu'a dit Cédric sur les objectifs et le contenu. On va naviguer dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil qui va avoir 2 destinations, 2 publics cibles. D'abord, vous, les EPCI, pour pouvoir consulter l'ensemble des données sur votre territoire et sur vos communes, en lecture et en téléchargement des données. Comme on sait qu'il y a certains de mes collègues qui sont présents là, à La Réunion, qui ont commencé à créer des outils, vous allez pouvoir récupérer les données de TE44 pour les intégrer dans vos outils. Et on a une deuxième cible
potentiellement, et c'est vous qui déciderez, c'est la commune, où on peut mettre à disposition de la commune directement une fonctionnalité de sélection des zones à retenir. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Je vais commencer par le profil EPCI. Donc là, j'ai fait, je suis sur une version de développement de notre outil. Donc les comptes, j'ai créé quelques comptes, mais on finira ça d'ici la fin de la semaine avec Cédric. Donc là, j'ai fait pour Clisson, Sèvres et Maine Agglo. Et donc, voilà, ça c'est toujours l'effet démo. Voilà. Tac. Voilà, donc l'objectif là, c'est que vous arrivez sur une cartographie du territoire avec l'ensemble des couches d'informations disponibles qui ont été Alors, définies Guy, par... on voit toujours l'écran Ah, il y a un de petit décalage connexion. alors. Ah, moi, c'est bon. Ah bon? Ah, moi, j'ai l'écran de connexion encore. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok, bon, il y a peut-être un petit décalage. J'essaierai de ne pas aller trop vite dans les fonctionnalités. Donc là, sur la carte, vous voyez le territoire de l'EPCI avec l'ensemble des couches d'informations qu'a décrit Cédric tout à l'heure. Sur la partie de droite, vous allez avoir l'ensemble des couches. Donc tout ce qui est rose, ce sont les sites éoliens. Tout ce qui est de couleur, de teinte de rouge orangé, ça va être tout ce qui est PV sur toiture. Dans les teintes de bleu, le PV au sol, et dans les teintes de vert, le PV sur parking. Donc ça, c'est les 4 couches d'informations qui auront été produites au sein de Territoire d'énergie Loire-Atlantique. Mais on vous met aussi à disposition ce qui existe sur le portail Cerema IGN, si vous voulez le voir réapparaître, l'ensemble des données disponibles ici. Là-dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez les visualiser sans souci. Et Donc, c'est en flux, hein, tu disais. oui, c'est du flux. Donc, si le portail est mis à jour, les données ici seront aussi mises à jour en direct. Donc, si je zoome sur Clisson, sauf erreur de ma part, vous allez voir l'ensemble des potentiels qui sont identifiés avec l'ensemble des gisements. Donc, tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, en teinte de rouge-orange, les toitures. Donc, on voit plusieurs bâtiments ici avec le potentiel à chaque fois du bâtiment. En bleu, la partie photovoltaïque au sol, avec le potentiel, et en vert, les parkings. Donc, pour le PCI, à partir de là, si vous ne souhaitez pas utiliser l'outil pour aller plus loin, vous pouvez directement télécharger l'ensemble des couches, filtrer sur votre territoire à partir de la petite case ici. Alors, pour les connaisseurs de géo, ça va être très simple. Pour ceux qui le connaissent un peu moins, il y aura une petite doc qui va être produite. Mais en cliquant sur la petite option ici, vous allez pouvoir télécharger l'ensemble des données sur le territoire de l'EPCI. Vous allez pouvoir avoir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi mis à disposition un tableau de bord pour avoir quelques indicateurs sur le territoire avec le potentiel total sur le territoire et le potentiel retenu. Je reviendrai là-dessus quand on sera sur le profil commune, avec différentes informations. Donc le potentiel par type d'ENR, puis dans l'onglet ENR électrique, la production par type d'ENR et la production retenue. Et sur la partie thermique, alors on n'a pas tout à fait finalisé cette partie-là, on reviendra vers vous sur cette partie-là, mais l'objectif c'est de mettre à disposition l'information de production de la consommation de chaleur et de fuel commune par commune. Et vous allez pouvoir aussi dans le profil commune, exporter l'ensemble des couches qui ont été retenues par la commune. Donc là, c'est une étape d'après. Encore une fois, pour les EPCI qui souhaitent juste utiliser les données pour les importer dans leur SIG, vous n'aurez pas besoin de cette fonctionnalité-là. Celles qui souhaitent utiliser l'outil pour vraiment sélectionner les zones, vous pourrez exporter directement les 4 ENR pour les envoyer au service de l'État. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec un profil commune. Voilà. Et puis, on va se mettre sur une commune de ce territoire. Voilà. Voilà. Donc là, on zoome sur la commune de Saint-Hilaire de Clisson. Donc, on a les mêmes informations avec
nos 4 couches d'information ENR, éolien, PV toiture, PV sol, PV parking, avec les mêmes informations au survol des différentes zones. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'avec le bouton information ici, on va pouvoir cliquer sur un objet et de pouvoir sélectionner ce potentiel sur cette commune. Donc par défaut, c'est un choix de l'équipe transition énergétique de TE44, toutes les zones sont retenues et vous allez enlever au fur et à mesure, vous allez pouvoir enlever au fur et à mesure des potentiels. Donc si je prends l'exemple des 3 zones de potentiel éolien ici, je vais dire par exemple celui-ci, je considère qu'il n'est pas intéressant. Donc je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur modifier, puis décocher la case retenue. Je sauvegarde et là, dans mon tableau de bord, on va bien voir que le potentiel éolien qui était de 70 000 MWh par an va passer à 48 parce que j'ai désélectionné une zone. Et voilà, au fur et à mesure des zones que vous allez désélectionner, cela va mettre à jour les statistiques. La donnée sera enregistrée et vous allez pouvoir voir là, sur cet exemple que le potentiel total retenu correspond à 77% de ce qui avait été identifié par TE44. Et si vous souhaitez ensuite télécharger les données, eh bien, dans la partie export ici, si je télécharge les sites éoliens, je ne retiendrai que les 2 sites qui ont été cochés, retenus. Et donc, vous avez déjà le filtre de fait pour l'envoyer au service de l'État. Idem pour les autres types d'énergie. Donc, si je prends du PV sur bâtiment, donc là, celui-là, c'est un bâtiment sous toiture, je clique dessus, j'ai un ensemble d'informations, la surface du bâtiment, la puissance potentielle, le potentiel, le secteur économique, l'usage, le statut, et puis je vais pouvoir également ici dire je retiens ce bâtiment ou pas. Pour l'exemple, je vais décider de ne pas le retenir. Et il va passer en gris parce qu'il sort de mes bâtiments retenus. Donc vous le voyez dans la légende là, à chaque fois on a mis des classes de puissance avec le gradient de couleur et une dernière classe en gris pour bien identifier tout ce que je ne retiens pas. Et donc là, idem, dans mon tableau de bord, sur la partie toiture, j'avais bien un potentiel de 17 000 mégawattheures par an et je passe à 16 950 puisque j'ai retiré une zone. Cédric, j'ai été vite, mais en fait, c'est l'ensemble des fonctionnalités qu'on a aujourd'hui dans l'outil et qu'on propose aux EPCI, voire aux communes. Est-ce que tu veux en dire un mot de plus ? Oui, juste sur un point particulier, vous voyez les bâtiments et les parkings en général, on n'a pas de superposition entre 2 communes ou 3 communes. Par contre, sur les zones photovoltaïques au sol ou éolien, on le voyait très bien là sur l'image de la commune. Les zones souvent chevauchent 2 voire 3 communes. Et là, pour le coup, donc on a dû choisir une méthode afin de pouvoir affecter chaque gisement à chaque commune. Donc le calcul qui a été fait, c'est simplement une répartition de la puissance et du productible au ratio des surfaces qui chevauchent chacune des communes. Ce qui fait que aujourd'hui, la commune, donc ici par exemple c'est Aigrefeuille, hein, c'est ça? C'est Saint-Hilaire de Clisson. Avec si la commune de Saint-Hilaire sélectionne cette zone, eh ben, elle sélectionne la puissance et le productible qui est rapporté à la surface qui déborde sur sa commune. Donc il faudra que la commune d'à côté sélectionne aussi pour avoir l'ensemble du potentiel. Et ça veut dire aussi que là, pour le coup, c'est au niveau interco que le travail doit se mener. C'est justement dans la concertation entre les communes, et ben finalement, de bien avoir un accord qu'une zone sur 2 ou 3 communes, finalement, les communes s'entendent à ce qu'elles soient toutes retenues ou toutes non retenues, pour éviter justement qu'on affiche un potentiel partiel, sachant que là, on le voit très bien sur le cas qui est le plus au nord. On voit bien que au ratio des surfaces et à la forme de la zone, le potentiel éolien sera peut-être plutôt sur la commune d'à côté que sur celui-ci. Donc là, c'est vraiment là où le débat au niveau de l'intercommunalité a un intérêt pour ces grandes zones qui chevauchent 2 ou 3 parcelles. Mais d'un point de vue méthodologique, on n'a pas trouvé
plus opportun ou plus simple que de faire cette séparation pour que chaque commune ait quand même l'opportunité de dire je retiens ou je retiens pas. On ne pouvait pas affecter 100% des puissances et des productibles à chacune des communes, sinon on faisait du doublon. Voilà, donc on a pris la méthode qui nous paraissait la plus opportune. Deuxième chose aussi à compléter avant de laisser place aux questions, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux de chaleur et le fuel. Donc là, on donnera l'information, mais on est à l'échelle de la commune. Donc en fait, c'est ce que je disais, c'est du on-off, hein, toute la commune est en zone ou pas. Donc il y a moins d'intérêt et moins d'interactivité que ce qu'il y a là sur ces zones-là où on est sur des bâtis, des parkings, des surfaces et des parcelles. Je vous propose qu'on prenne vos questions. Il y en a une que j'ai vu passer déjà. Encore Yann, hein. S'il existe des zones à cheval sur des EPCI, oui, tout à fait, hein. Il y a des zones de développement de photovoltaïque au sol ou d'éolien qui sont à cheval sur plusieurs EPCI. Alors là, pareil, il faudra qu'on voit comment on fait. Bon, après, entre vous, vous connaissez aussi, hein. L'idée, c'est certainement aussi d'en discuter directement entre vous, chargés de mission déjà. Et puis, nous, on peut vous aider là-dessus, mais il faut essayer de trouver un consensus, quoi. J'ai pas de bonne solution là-dessus, mais dans tous les cas, c'est toujours au moins intéressant que les deux EPCI se parlent là-dessus. Se mettre d'accord éventuellement, c'est l'idéal. Mais dans tous les cas, ça n'empêchera, enfin, qu'elles soient toutes les deux d'accord ou pas d'accord de retenir ou pas une zone qui est à cheval sur 2 ou 3 EPCI. Encore une fois, ces zones ne sont pas exclusives, donc ça n'empêchera pas un développeur privé de prospecter. Donc c'est l'occasion, je trouve, de pouvoir en discuter au sein des 2 ou 3 organes délibérants. Alors n'hésitez pas à prendre le micro, hein, pour poser vos questions, ça peut être plus simple. Oui, bonjour. Franck Oui. Aurélien, en fait, licence Evromen Aglo. Ouais. C'est juste moi sur l'utilisation de l'outil. Pourquoi vous êtes parti par défaut avec une valeur à oui sur tous les sites? Ouais, la question s'est posée. Alors je prends sur moi. Je me suis dit que vous aurez moins de clics à faire en désélectionnant des zones que l'inverse, puisque là où il y a le plus Ouais. de zones, c'est les bâtis et les parkings. Qui, à C'est mon juste, avis, excusez-moi, je comprends, hein, ouais. mais juste là, si une personne, c'est-à-dire que si elle se lance dans cette démarche, il faut qu'elle fasse tout dans l'heure ou dans la journée, quoi. Si elle doit revenir sur le sujet, elle va pas savoir ce qu'elle a validé ou pas, quoi, en fait. Bah si, puisque lorsque vous ne retenez pas, ça s'affiche en gris et c'est enlevé des Et décomptes. si elle retient, forcément oui, quoi. Par rapport à un autre oui, je vois pas la différence, en fait. Ouais. Pour moi, c'est source d'erreur d'avoir que de valeurs, en fait. Pour moi, il fallait indiquer à traiter ou c'est non ou oui, mais c'est-à-dire si vous commencez 10 bâtiments, vous en validez 10, vous arrêtez le jour, vous reprenez le lendemain, vous n'allez pas savoir forcément quel bâtiment vous avez traité ou pas, quoi. Je comprends votre remarque. Oui, effectivement, on n'a pas pensé à ce cas-là, c'est vrai. Là, s'il y On a, s'est- surtout là, je vois si tout, il doit avoir une trentaine ou 40 bâtiments, je ne pense pas que ça sera validé dans la journée, quoi, en fait, vous voyez. C'est vrai, on n'a pas pensé à ce cas-là. Alors, trentaine ou quarantaine, à mon avis, vous en aurez beaucoup plus, mais Ouais, d'autant plus, quoi. Ouais. bon, la question se pose. Honnêtement, je ne sais pas justement si les autres ont un avis là-dessus. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus, parce que nous, finalement, tout mettre en non retenu, un Guy, tu me corrigeras, mais je ne pense pas que ce soit un gros problème. Non. Mais si ça arrange tout le monde que tout soit en non retenu à la base, il n'y a pas de souci. Mais je serais curieux, voilà, d'entendre aussi, enfin voilà, d'avoir d'autres avis. Pas forcément non, mais une autre valeur à traiter ou à définir, quoi, en fait, vous voyez. Interrogation. Ouais. Et parce que sachant alors le problème sera le même, en fait, je ne sais pas si t'es passé dessus ou pas, pour te souvenir. Ou alors oui, c'est ce qu'on nous dit dans le chat, valeur en attente. Guy, ça nécessiterait de créer une autre catégorie à chaque fois qui est à faire, quoi, travail à faire. Ouais, mais ça se fait sans souci, il faut juste faire le choix, hein, là. On peut le faire. Une remarque de Maximilien qui dit que effectivement, quand c'est en non retenu, on n'a plus le dégradé de potentiel. Bon, en général, c'est rapporté à la surface, donc et visuellement, on a déjà une parole. Écoutez, sauf s'il y a d'autres avis contraires, on peut dans ce cas-là partir là-dessus. Guy, si tu es OK, faire une autre Ouais. catégorie qui est justement l'état initial, c'est-à-dire travail à faire. Et ensuite, à vous de compléter pour chacune des zones en non retenu ou retenu. Alors, je ne vois pas toutes les mains levées, mais je vois que Thomas a levé la main.
Je sais pas, désolé s'il y avait des mains levées avant. Delphine, je ne sais pas si tu l'avais baissé tout à l'heure. Alors Delphine, est-ce que tu l'avais baissé tout à l'heure? Non, c'est bon. Alors il y a Béatrice. Oui, Bonjour. vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ok, super. Donc Béatrice Henry de la communauté de communes de Sèvres-et-Loire. Moi, j'avais une question par rapport à l'ajout de données, puisqu'en fait, moi, j'ai déjà fait ma curieuse sur le cadastre solaire. Effectivement, au niveau des parkings, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il manquait sans doute des parkings sur le domaine privé. Entre autres, dans les zones d'activité, on n'a pas forcément les parkings des entreprises et pourtant, elles ont des surfaces qui rentrent limite dans la loi. Donc là, on va avoir un travail à faire sur, va falloir ajouter ces parkings. Du coup, comment on va procéder? Est-ce qu'on le fait dans notre SIG et on vous renvoie les données? Sachant que ça serait quand même intéressant que ça remonte quand même dans l'appli pour qu'on ait les estimations sur les puissances. Parce que nous, on n'est pas en mesure de peut-être faire le calcul des puissances. Alors, Ça bonne peut question. aussi, ça peut être aussi sur la donnée des friches, parce que nous, on avait eu une étude pour, je sais plus qui, enfin, on a eu des données en fait sur des friches et on avait comparé avec les friches de la DDTM. On avait quelques sites en plus éventuellement à proposer. Donc, ça peut être voilà, sur plusieurs types de données où nous, on peut avoir alimenté les données, quoi. Alors effectivement, c'est un point important que vous soulignez et qu'on avait abordé tout à l'heure, c'est que les données peuvent et doivent être complétées dès lors que vous avez des données complémentaires. Aujourd'hui, le principe, c'est de vous mettre à disposition ces données que vous pouvez télécharger, mais plutôt que vous les complétiez sur votre outil. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, nous, on n'aura pas la bande passante et le moyen de répondre à toutes les évolutions et toutes les demandes de complétude dans un délai suffisamment restreint et compatible avec la loi pour pouvoir le faire pour tout le monde. Donc, il faut bien qu'on choisisse. Et la deuxième chose, c'est que sur certaines données, par exemple des parkings que vous remontez, des parkings privés, si par défaut on l'a pas, c'est qu'il n'est pas dans le cadastre solaire. Et s'il n'est pas dans le cadastre solaire, c'est pas juste nous faire remonter le parking qui va être intéressant, c'est qu'on est à recalculer le productible et le potentiel. Et ça, aujourd'hui, ça demande encore un effort et du temps et des moyens supplémentaires. Donc aujourd'hui, on a conscience que c'est certainement une limite. Je pense que la solution la plus, comment dire, cohérente qui peut être proposée, c'est de se dire que la plupart des parkings qui va manquer sont les zones d'activité. Ce sont les plus grands, je pense. Enfin, c'est des parkings déjà suffisamment grands, qui, a priori, vont être les plus impactés par la loi et l'obligation de solariser, parce qu'en général, c'est des parkings plutôt peu arborés, non couverts. Enfin, c'est des zones d'activité assez classiques. Et quelque part, j'allais dire, vous les affichez d'office en zone d'accélération, quitte à ce qu'il n'y ait pas de calcul de potentiel, mais dans tous les cas, je pense qu'ils seront à solariser, et ils seront solarisés probablement pour une bonne partie à l'avenir. Donc ce que je veux dire, c'est que le fait de les mettre ou pas, de toute façon, comme ils sont, je pense, souvent sous le coup de la loi d'être solarisés, l'enjeu n'est pas forcément, à mon avis, prioritaire là-dessus. Mais donc pour vous répondre, on pourra pas, on ne répond, enfin on fera pas des allers-retours entre les demandes de compléments, remouliner dans le cadastre, remettre sur sur ce web SIG, tout simplement parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire pour tout le monde, pour toutes les ENR et pour tous vos besoins. Allez, dernier point d'élément aussi, c'est que une préconisation justement dans le cadre de la notice de l'Adréal, c'est de faire quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'un ratio tout simple, temps de mètre carré égale temps de kilowatts égale temps de mégawattheure, ça par contre on peut vous le fournir et c'est même je crois dans la notice qu'on fournira, c'est-à-dire qu'une moyenne des parkings en disant tant de mètres carrés de parking égale tant de kilowatts égale tant de kilowattheure, ça par contre on peut vous le fournir pour que vous ayez la donnée en fait, pour pas que vous ayez à prospecter ou à calculer ou à rechercher. Ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Moi, ce que je comptais faire, c'était de récupérer la couche du portail national sur les parkings, parce que j'ai l'impression qu'elle est assez exhaustive. Après, les polygones, il faut les reprendre, parce qu'ils englobent du bâti ou des choses qui ne sont pas en parking. Mais par contre, sur le côté privé, j'ai l'impression qu'ils avaient quand même pas mal de choses.
sais pas si on a regardé mon côté parking privé. Bonjour, Aurélien David, du coup, donc géomaticien en stage chez TE44, c'est moi qui me suis occupé de ça. Si je me trompe pas, Sèvres-et-Loire, c'est vous qui avez fait un travail sur les parkings en interne au sein de l'EPCI. Oui. Bah, en fait, c'est C'est dans ça. le cadre du PLUI aussi. Oui, mais- du coup, j'ai établi une comparaison donc, de vos deux couches. Alors, vous êtes effectivement beaucoup plus précis que nous sur ce travail. La seule limite que nous, on a, c'est que bah, vous êtes les seuls. Et du coup, on devrait faire remouliner tout le cadastre solaire avec vos données, sachant que c'est pas un travail qui répond soit à une loi ou quelque chose et qui est fait à l'échelle soit départementale ou nationale. Ou si tout le monde avait fait le travail comme vous l'avez fait, ça aurait été sans problème et on aurait eu des parkings qui sont bien plus exhaustifs comme ce que vous nous proposez. Et au niveau de la loi, c'est pareil, il n'y a pas de formalisme et en fait, ça dépend des espaces. Et il y a des zones qui sont très bien renseignées. Il n'y en a pas plus que ce que nous, on propose. Nous, on propose une solution qui vient de base de ce que donne OSM, donc OpenStreetMap, et qui est assez précise, mais qui évolue très, très vite. Et comme c'est au bon vouloir des contributeurs, ça peut être des gens qui sont très précis sur la géométrie et qui font très attention parce que c'est important. Et puis, il y en a qui font ça un peu plus rapidement et c'est pas forcément précis ou qui ne le font pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Il n'y a pas de quelque chose de consensus, on va dire, national ou même départemental ou régional qui permet d'être clair sur la géométrie des parkings et tout ça. Donc, pas la possibilité de faire mieux, en tout cas à l'heure actuelle. Après, moi, je pense que ça vaut le coup quand même en tant que géomaticien qu'on ait ce travail en interne, parce qu'autant sur les toitures, le cadastre solaire, on ne peut pas apporter plus de choses. Autant sur les parkings, je pense que si on doit présenter une base de données objective, on va dire, ça vaut le coup quand même de vérifier les données quand même. C'est clair que niveau exhaustivité, il y a clairement un 0 pour vous. Hein. C'est largement plus exhaustif, mais c'est le problème, c'est le fait que ça soit pas fait de façon égale sur le territoire parce qu'il n'y a pas d'obligation. Donc c'est là la limite. Mais c'est sûr qu'au niveau exhaustivité, c'est mieux. Peut-être qu'un jour, on refera une mise à jour avec ces données-là en interne. Ok. C'est pas alors. Merci. Thomas, je crois que tu avais levé la main. Oui, mais c'était en fait, ça rejoignait la même question. Donc, déposé, c'était comment faire pour créer en fait des zones, en sachant que nous, on n'a pas vraiment de SIG à nous. La recréation de zones, je pense que les communes sont celles qui ont été identifiées et on fera déjà un certain nombre, sachant que c'est itératif. À mon avis, on ne cherchera pas l'exhaustivité dans les temps. Oui, tu as raison. Effectivement, le côté itératif de l'exercice fait que, voilà, si on part d'un principe que ce qu'on fournit fera peut-être 60 ou 80% du gisement, et effectivement, dans les années à venir, ça ne pourrait être que plus complet et exhaustif. Mais je pense qu'au niveau de l'État, l'intérêt de faire remonter déjà une bonne partie du gisement. Après, je peux ajouter un point pour ceux qui n'auraient pas de SIG, parce que là, on voit bien qu'il y a deux types de PCI. Hein, les EPCI qui vont prendre les données, qui vont les remouliner chez elles et puis qui vont les améliorer. C'est ce qu'on voit avec Béatrice et potentiellement Franck aussi, je pense. Et puis celles qui ont potentiellement pas d'outils, ou si ça peut être une petite évolution qu'on peut faire, s'il faut, on peut rajouter une fonctionnalité de dessin, mais par contre, il n'y aura pas de potentiel, quoi. Si c'est pour dessiner juste une zone en disant, bah voilà, là il y a un parking qui manque, au moins on a la géométrie du parking, on peut l'ajouter dans l'application. Après, à ce niveau-là, pour rebondir là-dessus, il y a aussi l'outil que propose l'État de base, qui a justement cet outil de cartographie qui est assez simple et qui permet, en tout cas, même sans application SIG ou quoi que ce soit en interne, c'est ce qu'a fourni l'État pour répondre à sa propre demande. Donc, en soi, c'est censé répondre à la demande, justement. Donc, c'est sur le portail ENR qu'a fourni l'État directement. C'est aussi une solution. Il y a beaucoup de PCI, je pense, en France qui vont passer par là, ou de PCI, de communes et tout ça, parce que c'est la solution de base.
Il y avait une remarque, donc c'était pas une question, mais c'était une remarque de Nicolas sur oui, les débats qu'il y a entre le zéro artificialisation nette et l'obligation de solarisation. Donc effectivement, ça c'est typiquement dans les critères, comment dire, qu'on ne peut pas mettre sur des cartographies, c'est-à-dire tous les débats que vous avez au sein de vos. Il y a la loi littorale aussi pour certains, sur des zones que les élus souhaitent préserver, entre guillemets, ou pas du développement des ENR. Donc là, pour le coup, c'est là où le débat en interne de la collectivité est très important. Ouais, pour info, pour compléter, donc concrètement, c'est le fait que derrière, ma directrice qui est face à un parking de 1500 m², doit normalement, dans les 5 ans, mettre une ombrière. Elle me dit, non, si l'extension du siège, donc si tu mets une ombrière, on va falloir la pousser au bout de quelques années. Voilà. Et pareil, on va s'adresser en fait aux entreprises de notre parc d'activité en leur disant, oui, vous avez des obligations, c'est un potentiel, ce sont des zones d'accélération, mais ne voyez pas directement de mettre des ombrières dans la foulée. Il faut temporiser un petit peu les choses et donc réintégrer le zéro artificialisation nette après derrière sur comment elles peuvent étendre aussi leurs bâtiments si elles en ont besoin ou nous densifier un petit peu plus les bâtiments. Donc voilà, ces choses-là, il ne faut pas voir les choses vraiment séparément, au contraire, il faut les faire en même temps, mais avec chacune sa portée. On avait une question sur le format, donc Guy, tu as répondu. Tu veux préciser à l'oral ou... Non, les exports sont possibles en 2 formats très classiques, soit du fichier Excel avec une ligne par zone de potentiel, soit du fichier SIG Shape aussi classique avec chacun des objets. Sachant que le format demandé par l'État est un format SIG, donc Shape. Ouais, voilà. Bon, l'idée était de vous mettre à disposition un outil sur lequel vous ayez directement le bon format. Oui, Béatrice, on vous écoute. Oui, je pensais à autre chose. Est-ce que vous avez un intérêt, parce que si on travaille dans nos propres SIG, est-ce que vous avez un intérêt à récupérer les données pour avoir une vision départementale ou pas? Parce que nous, on peut tout à fait aussi reprendre le modèle pour qu'après il soit réimporté à un moment donné. Oui, tout à fait. Merci de la proposition. Après, dans l'immédiat et dans l'absolu, pas forcément. En fait, c'est l'État, c'est les services de l'État qui vont consolider ce qui va remonter au niveau départemental et ça passera dans la moulinette du comité régional de l'énergie. Donc, ce qui nous intéressera, nous, au niveau départemental, c'est lorsque tout sera remonté et consolidé par l'État. Je pense que c'est plutôt ce résultat-là qui va nous intéresser. Là, dans l'absolu aujourd'hui, il y aura peut-être qu'on refera ce travail d'agrégation de ce que chacun a fait plus tard, entre guillemets. Mais voilà, là aujourd'hui, l'idée, c'était surtout de répondre à vous donner les informations qu'on avait. Et je pense qu'on reviendra vers vous sur ce sujet-là, peut-être début d'année prochaine, lorsqu'on y verra plus clair sur le taux de réponse, la consolidation qui est faite au niveau du département et après au niveau régional. Merci de la proposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Non, on a été suffisamment clair. En termes de délai, Guy, sur l'ouverture des comptes, etc. Comme on se l'était dit, d'ici la fin de la semaine, on renverra la bonne adresse par rapport au PowerPoint. C'est l'adresse du site de test. On renverra la bonne adresse et avec les comptes par EPCI. Et puis à chaque EPCI, on enverra, si vous en avez besoin, les comptes communaux. Alors l'idée, effectivement, c'est que vous soyez dans la transmission de ces comptes aux communes. Pour 2 raisons. Une raison très pragmatique, c'est que l'idée, c'est que le PCI soit l'interface et organise un peu le débat aussi avec ses communes, et que nous, on évite d'avoir des retours en direct qui vous échapperaient au niveau EPCI, voilà, puis qui nous feraient rentrer dans
dans une spirale infernale de réponses aux questions tous les jours sur des détails voilà, liés à la loi ou liés à l'outil ou liés aux zones, etc. Donc on met bien le PCI en tant qu'organe voilà, un peu au-dessus des communes qui permet aussi d'avoir une vision d'ensemble de tout ça. Donc on vous enverra les codes d'accès. Et puis, j'ai zappé ce que je voulais dire. Oui, la notice, voilà, merci. On va vous envoyer aussi une notice. Alors, il y aura même 2 notices. Alors, il y a une notice plus technique de comment l'outil marche, hein. Guy, tu pourras préciser, mais Tout à je fait. pense que vous voyez, l'outil est relativement simple et puis vous êtes normalement déjà pas mal au fait. Donc on l'a voulu simple parce que justement ça permet de l'utiliser très simplement. Et il y a une notice qui est plus nous, comment on a travaillé là-dessus. En gros, ça rejoint ce que je vous ai expliqué au début, c'est quelles hypothèses. J'ai une surface pour de l'éolien, bah, comment j'ai calculé le nombre de mâts, quelle puissance du mât, etc. Parce que tout ça traduit une méthode aussi qui peut être différente d'un territoire à l'autre. On peut supposer que nos homologues du CML, par exemple, sur le Maine-et-Loire, fassent le même travail que nous, mais ils prennent des hypothèses d'éolien de 3 MW au lieu de 4 MW, bah, ça change les résultats. Pareil sur le photovoltaïque, etc. Donc l'idée, c'est de vous donner la méthode de calcul pour être transparent, mais pour autant, c'est pas une vérité, voilà, c'est pas la vérité pure et dure. Donc ça, au moins, ça le mérite d'être transparent. Et donc dans la notice, vous aurez toutes ces explications-là qui vous permettront de comprendre comment on a calculé à chaque fois. Donc ça, pareil, on la finalise, là, on est en train de la finaliser. Et vous l'aurez avec l'outil, si c'est pas immédiatement, juste derrière. Merci pour les remerciements. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on va arrêter là. On va vous envoyer la présentation. On va la renvoyer de toute façon à tout le monde. Ah si, il y a une main qui est levée, pardon. Lucien. Oui, j'ai une petite question rapidement. Sur Cap Atlantique, ça va nous intéresser et je voulais savoir si les 3 communes qui sont sur le territoire du Morbihan sont intégrées ou s'il serait possible de les intégrer. Alors non, elles ne sont pas. Alors Antoine, que j'ai cru voir d'ailleurs dans les participants, Antoine Bouchot nous avait posé la question. En fait, non, on ne les a pas intégrées tout simplement parce que elles sont en dehors de notre juridiction, tout simplement. Donc on n'a pas les données. Pour autant, je pense qu'il y a côté syndicat du Morbihan, je pense qu'ils vont travailler à peu près les mêmes, enfin de la même manière que nous. Alors j'ai pas encore, je les ai pas contactés pour voir où ils en étaient, mais je pense pas que les communes soient non plus démunies parce que notamment sur l'éolien, les centrales solaires au sol, il y a quand même beaucoup d'informations qui existent. J'allais dire, c'est les couches les plus travaillées entre guillemets aujourd'hui. Là où il peut y avoir une différence dans la complétude des données, c'est le volet chaleur d'une part, et puis sur le solaire sur bâti. Alors Manu, je sais pas si tu nous entends, mais je sais pas ce qu'ils ont côté études de gisement sur PV sur bâtiment côté Morbihan. Bonjour tout le monde. Côté Morbihan, ils ont fait des cadastres solaires par Comcom, donc c'est pas réparti sur l'ensemble du territoire. Donc il faudrait voir, là du coup ce serait peut-être sur Arc Sud, c'est ça, c'est Musiac Arc Sud. Ouais. S'ils ont un petit cadastre solaire, mais j'en suis pas certain. Non, mais en fait, Antoine, là, le travail pour nous, ça va surtout être de retravailler cette donnée pour pouvoir proposer des zones. Mais en fait, de la donnée, on en a quand même, par votre biais d'ailleurs, mais qui n'a pas été intégré dans ce SIG. Mais le cadastre solaire, en fait, il couvrait ces 3 communes du Salentis. Alors, peut-être pas avec le même niveau de détail exact que sur le reste du département. L'Atlas solaire, c'est pareil, il y a eu des propositions de zones à cet endroit-là. Alors sur l'éolien, on n'aura peut-être pas de données, mais voilà, sur le photovoltaïque, en tout cas, je pense qu'on a des choses. Et peut-être qu'il faudra qu'on revienne vers vous pour avoir des couches SHP, parce que l'Atlas, on l'avait eu en PDF. Mais, voilà. Bon, on va revoir ça ensemble. Ouais. Après, effectivement, sur l'outil cadastre solaire, donc le WebSIG qui est déjà en place, qui vise les bâtiments et maintenant, qui vise aussi les parkings. Effectivement, ça couvre les 3 communes avec une précision moindre puisque on n'avait pas, le relevé LIDAR n'avait pas été fait sur l'ensemble des 3 communes, mais il y a de la donnée qui a été calculée et qui est exportable au format Shape via l'outil d'export qui est déjà présent dans le WebSIG cadastre solaire. Ouais, c'est ça. Merci Emmanuel, merci Antoine pour les précisions. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des dernières questions? Non?
Julien. Pardon. Non, Julien n'a pas bien main. J'ai été trop vite. Eh bien, écoutez, merci à tous. Donc, on vous envoie on va vous envoyer le PowerPoint et puis donc, comme disait Guy dans la semaine, l'accès au site. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Je ne sais pas qui avait lancé l'enregistrement.